le partage d'un prix de vente avec Marie-Christine Rousseau et Marie-Pierre Delisle. Je crois que c'est vous qui commencez. Alors, Marie-Christine, à vous entendre. Merci, monsieur le professeur. Je pense qu'on a tous été confrontés à une difficulté bien singulière. C'est que lorsque vous recevez vos clients, que vous soyez avocat ou notaire, ils arrivent dans votre cabinet en vous expliquant qu'ils veulent divorcer par consentement mutuel, que les choses sont très simples parce qu'ils ont vendu l'unique bien qu'ils détenaient, très souvent un bien de communauté, et qu'il y a eu un partage du solde du prix de vente et que dès lors, leur divorce va se passer sans problématique aucune. Et à ce moment-là, en tous les cas, moi je le vis comme ça, j'ai un grand moment de solitude parce que je vais devoir expliquer à mes clients que les choses ne sont peut-être pas aussi simples, qu'il y a un serpent de mer dans cette histoire qui est celui du droit de partage. Parce que, effectivement, alors que les gens sont dans une situation morale fragile, psychologique difficile, économique encore plus au moment du divorce, vous allez devoir leur expliquer qu'ils ont économisé toute leur vie pour acheter un bien, le financer, et qu'au moment du divorce, eh bien, ils vont devoir s'honorer d'un droit de partage qui est de 2,5% du montant de cet actif net. Et il y a une deuxième difficulté qui se offre à nous professionnels, c'est que nous sommes très divisés sur la question. Nous sommes très divisés sur la question, alors qu'à mon sens, il ne devrait pas y avoir de division, puisque, en tous les cas, c'est la position qui est la mienne et que je vais essayer de vous exposer, c'est qu'il faut distinguer les règles fiscales des règles civiles. Or, lorsque nous sommes dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel, les règles civiles vont primer sur les règles fiscales. Alors, ces règles fiscales, c'est M. Lesbach qui vous les expliquera, mais rapidement, ce que je veux vous rappeler là, c'est que pour qu'il y ait droit de partage lorsque, effectivement, nous sommes dans le cadre d'un divorce, les dispositions du Code général des impôts, et notamment l'article 746, vient nous dire il faut, que vous ayez un acte. Ça veut dire, à contrario, que lorsqu'il n'y a pas d'acte, il n'y a pas de droit de partage. 2, il faut qu'il y ait une indivision. 3, il faut justifier de cette indivision. Et 4, il faut qu'il y ait un partage. Le partage, c'est de passer d'une notion très abstraite, qui est celle de dire on est propriétaire d'un bien commun, et à partir du moment où on va vous en affecter la propriété exclusive en le mettant dans votre lot, il y a partage. Ce sont les 4 conditions qui sont fixées par le Code général des impôts. À cela vient s'ajouter un élément sur lequel j'attire votre attention, c'est qu'il n'y a pas de notion de territorialité, c'est-à-dire que c'est un impôt non territorial, c'est vous vendez un bien qui se trouve en Suisse et que vous devez liquider le régime matrimonial et que vous devez vous poser la question du droit de partage. Le droit de partage s'applique y compris sur le prix de vente de ce bien qui se situe à l'étranger. Alors il y a, et c'est toujours le cas dans notre droit français, en tous les cas très souvent à mon sens, c'est qu'il y a des exonérations, il y a des exceptions à cette règle. Les exceptions, elles sont au nombre de 4. Quand est-on à peu près certain qu'il n'y a pas de droit de partage ? Le premier cas, c'est lorsque vous avez un des copartageants qui est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, qu'elle soit totale ou partielle. Vous avez une réponse ministérielle qui le dit expressément, c'est celle numéro 11790 publiée au Journal officiel du Sénat du 10 juin 2010. La deuxième cause d'exonération du droit de partage, c'est lorsque, et on en a parlé tout à l'heure, effectivement, il n'y a pas lieu à droit de partage parce que les époux décident de maintenir le bien en indivision au travers d'une convention d'indivision. Et dans ce cas-là, pas de partage, donc pas de droit de partage. La troisième cause d'exonération est prévue, là encore, par une réponse ministérielle qui a été publiée au BOFIP. Et cette réponse ministérielle, c'est la réponse ministérielle Boguit, qui vient dire que dans un cas particulier qui est le suivant, lorsque vous avez des biens qui sont des biens indivis et uniquement des biens indivis, et que vous allez vendre ce bien et vous partagez le prix, si dans l'acte de vente, il est indiqué qu'il y a une clause de répartition de ce prix, vous n'êtes pas soumis au droit de partage.
Dans la circulaire, et je vais laisser M. Lesba vous aider un petit peu plus cela, mais dans la circulaire, dans la réponse ministérielle qui est publiée au BOFIP, il est dit expressément que si vous reprenez dans une convention, et notamment dans une convention de divorce, le fait que ce bien indivis a été vendu et que le prix a été partagé, eh bien, même si vous le reprenez là, dans ce cas-là, le droit de partage n'est pas dû. Je crois que je parle sous le contrôle de M. Lesba, mais c'est ce que dit la réponse ministérielle Boguit. Vous êtes sûr? Oui. Voici maintenant venu le contrôle du notaire, comme tout à l'heure que j'ai exposé. Donc, j'ai rien à dire. Ah, c'est parfait. Alors, il y a un dernier cas, et c'est celui qui nous partage tous, et je crois, j'ai devant moi un confrère notaire qui a l'air de soulever les yeux au ciel, c'est le problème du partage verbal. Alors, c'est là où, effectivement, on a de grosses difficultés et on se partage tous. Ceux qui me connaissent et qui me pratiquent savent, je crois, que j'ai une position assez tranchée en la matière, qui est la suivante. Elle vaut ce qu'elle vaut, je vous la livre. Qui est la suivante. C'est que la circulaire Walter, elle prévoit que lorsque vous avez vendu un bien et que vous en partagez le prix, vous n'êtes pas soumis au droit de partage. Ça, c'est la règle fiscale. Ça veut donc dire que si vous divorcez, et j'entends même par consentement mutuel, que vous avez vendu votre bien et que, effectivement, vous vous êtes partagé le prix, à la lumière de la règle fiscale, vous n'êtes pas tenu au droit de partage. Sauf qu'à cela vient s'ajouter une difficulté et une règle qui est la règle civile. Que nous dit la règle civile? La règle civile nous dit, au visa des dispositions de l'article 229.3 du Code civil, c'est que nous avons l'obligation, nous professionnels, de procéder à peine de nullité à un règlement complet des effets patrimoniaux. Alors moi, j'entends certains qui me disent on va liquider le régime matrimonial, on va faire état, effectivement, qu'il y ait des biens immobiliers, on va, eux, procéder à la liquidation et les soumettre à droit de partage dans le cadre de l'acte notarié, mais en revanche, tout ce qui concerne les biens fongibles, et notamment les liquidités, les tableaux, les œuvres d'art, les biens meubles, tout ça, on les met sous le tapis au travers d'une clause soi-disant magique qui est de dire les époux ont fait leur affaire personnelle du partage des liquidités et des biens meubles. Ben, à mon sens, quand vous faites ça, eh bien vous faites un acte nul parce que vous n'avez pas liquidé complètement votre régime matrimonial. Vous avez oublié un élément essentiel qui est un élément constitutif de l'actif de communauté, vous avez oublié de liquider tout ce qui concernait les liquidités. Or, les liquidités sont des éléments d'actifs. Comment expliquer à ce moment-là, si on applique la thèse de dire partage verbal, les liquidités ne sont pas des éléments d'actifs? À mon sens, c'est une ineptie juridique. Lorsque l'on pratique un partage, il doit être complet. Et qui dit complet dit acte, dit bien soumis à publicité foncière et liquidité. Et le prix de vente, lorsque vous liquidez votre régime matrimonial, même si les époux ont entre eux partagé ce prix, la communauté, elle est immuable. Vous ne pouvez pas à un moment dire on va en partager un bout au moment où on vend la vente et puis on va faire le partage du reste au moment où on divorce. Ce n'est pas possible. Au moment où vous liquidez, à la date des effets, vous devez regarder ce qu'il y a comme avoir bancaire sur les comptes des parties et soumettre ces affaires à droit de partage. Voilà l'analyse que j'ai, moi, au plan civil. J'ai peut-être une bonne nouvelle, c'est qu'a priori, à partir de janvier de l'année prochaine, il repasserait à 1.1 et qu'en janvier 2021, j'ai dit peut-être une bonne nouvelle parce que c'est dans les débats sur la loi de finances. Le Premier ministre avait dit qu'effectivement, on s'orienterait vers cette situation-là, peut-être même d'une suppression en 2021. Mais en l'état du droit, en tous les cas, de ce que est porté à ma connaissance, moi je pense qu'il faut soumettre à droit de partage les liquidités qui correspondent au prix de vente du bien parce que ça procède du règlement complet des effets patrimoniaux et que dès lors, si on ne le fait pas, on a un acte qui, à mon sens, nous dit le texte, serait un acte nul. Tout à fait d'accord, Martha, avec votre analyse. Alors, oui,
C'est vrai, vous avez raison de faire allusion, si tout marche bien dans la loi de finances à venir, il y aurait cette baisse sensible du droit de partage qui reviendrait à l'époque, par ailleurs évolue depuis quelques années, de 1,1%. Quel regard? Ah, pardon. Oui. Non, je suis désolée d'intervenir, mais sur je vous en prie. Point, je peux peut-être apporter une précision. Dans le cadre des débats, effectivement, sur le PLF 2020, il y avait une négociation, il y avait des débats pour voir supprimer ce droit de partage. Ça n'a pas été accepté. Il y a donc eu une négociation entre Bercy et la Commission de finances. Et à l'issue de cette négociation, nous avons appris, c'est tout récent, nous l'avons appris le 6 novembre, que en fait le droit de partage ne serait pas supprimé, mais connaîtrait une baisse sur 2 années pour se voir réduire à 1,1%. En fait, donc, il y aurait une diminution de 0,7% par an, ce qui veut dire que ce droit de partage va tomber à 1,8% à compter du 1er janvier 2021, et pour arriver à 1,1% au 1er janvier 2022. Donc voilà ce qui a été adopté. C'est la Commission des finances de l'Assemblée nationale qui donc a adopté cet amendement. Voilà, ça c'est sur les 2 années à venir et nous verrons en 2023 si effectivement il y a lieu de remettre le débat sur la suppression. Mais voilà. En fait, le coût et la perte financière étaient énormes. Notamment, et lorsqu'on prend dans la perte totale ce que représente le coût des séparations, c'est un tiers en fait. Voilà, donc ça n'a pas été accordé. Merci. Oui. Merci à vous. Tu veux intervenir? Alors, l'administration fiscale n'a pas, je le pense, le droit de redresser, dès lors que c'est un partage purement verbal. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas, pour le professionnel qui a dissimulé le prix de vente, il ne faut surtout pas dans la convention dire que les parties se sont amiablement partagées les liquidités et prix de vente. Paf, le fisc, là, il peut taxer. Bon, le fisc n'a pas le droit de taxer parce qu'il ne peut taxer que s'il y a un acte écrit. Si c'est un partage verbal, le fisc n'a pas le droit de taxer. C'est une réglementation fiscale. Alors, je pense même que dans le cadre de l'évolution de l'abus de droit, des textes sur l'abus de droit, je pense que même dans ce cas-là, le fisc ne pourrait pas taxer, dès lors qu'il n'y a pas d'acte. Voilà. Mais c'est ce qu'on dit sur le plan fiscal, certes, mais sur le plan civil, ça ne va pas. Voilà. Occulter le partage d'argent dans les situations que l'on évoque me semble un peu mettre en péril, si j'ose dire, la convention elle-même ou la liquidation. On aura toujours, ou éventuellement, un époux qui viendra dire « mais attendez, il manque quelque chose ». Alors ensuite, quels sont les risques civils? Certains évoquent une nullité de la convention. Personnellement, je n'y crois pas. Je pense que l'omission du prix de vente comme l'omission de tout bien se réglerait par une action en partage complémentaire. Ceci dit, sur plan civil, si on espérait avoir écarté des comptes de récompense, elle pourrait ressurgir. Parce qu'on ne peut écarter un compte de récompense que s'il figure dans la convention des avocats. Deuxième point, il peut naître une grande confusion dans l'esprit des époux qui divorcent sur le montant économique que chacun doit recevoir. Et je n'invente rien, ceci a fait l'objet d'un arrêt rendu par la Cour de cassation en 2018, où un prix de vente avait été omis dans la convention, et la convention précisait que sur les liquidités, madame recevrait 200 000 €. Dans sa tête, c'était 200 000 € sans ce qu'il a déjà reçu dans le cadre de la vente. Dans l'esprit de monsieur,
C'était 200 000 € en tout. Un forfait. Et ce litige-là, né du fait qu'on avait omis le prix de vente dans la convention, ce qui créait dans l'esprit des époux une incompréhension sur la somme que chacun devait recevoir au total, est allé jusqu'à la Cour de cassation. Comme quoi, il peut y avoir des litiges aussi à ne pas faire un ensemble global, mais à laisser de côté certains partages. Voilà, il peut y avoir des litiges. Je ne pensais pas à ces litiges-là, mais c'est allé jusqu'à la Cour de cassation, donc ça peut exister. Bon. En vous écoutant, je me pose une autre question. Est-ce que l'on ne pourrait pas, bon, dans une hypothèse peut-être un peu limite, mais évoquer le recel de communauté? Soustraire de la masse commune donnant lieu au partage. Par un seul époux, alors? Oui, par un seul époux. Oui, alors si un seul époux... Alors, c'est pas toujours une plaisanterie, le recel de communauté, vous savez. Alors, si les deux époux vendent un bien... On met tous les deux de la vente. Il faudrait que... Ouais. Bon, creuser. Il peut y avoir une influence de l'un sur l'autre, et puis on n'en parle pas, on va faire comme ça, et puis tout d'un coup, voilà, c'est remis en cause. Ouais. Je voudrais simplement dire que l'action de rapport en partage complémentaire, elle est imprescriptible. Et oui. Tenez, ben, je ne sais pas si c'est mieux. Je voulais simplement dire que l'action en partage complémentaire, elle est imprescriptible et que effectivement, moi, je pense que la peine du recel communautaire pourrait être invoquée parce que si on n'arrive pas à démontrer, et j'ai eu le cas, si on n'arrive pas à démontrer effectivement que le prix a bien été partagé, j'ai un époux là qui se voit assigné pour une action en partage complémentaire et on lui invoque le recel de communauté parce que il n'aurait pas démontré effectivement le partage du prix de vente. Et ce sont des époux qui ont divorcé par consentement mutuel sous l'ancienne réforme avant 2005 avec 2 comparutions devant le juge et ils ont éludé effectivement le prix de vente qui était soumis à l'époque à un droit de partage de 1,1%. Alors quel que soit le montant, de toute façon la problématique sera toujours la même. Et moi j'avais une petite question à poser aux représentants du CNB. Est-ce que le CNB envisage une réponse qui ne soit pas forcément impérative, mais sur la question effectivement de ce partage verbal? Parce que nous, avocats, on est quand même assez demandeurs là de savoir quelle serait aussi la position de nos instances professionnelles. Alors, écoutez, là, bien sûr, je ne peux pas vous apporter la réponse, mais par contre, je vais effectivement soumettre cette interrogation à la commission famille, puisque effectivement, il y a une commission famille qui, enfin, on l'appelle pas commission, enfin, un groupe de travail, famille qui existe au sein du CNB, dans laquelle d'ailleurs des confrères de toutes les régions qui ont soit la spécialité, soit exercent en droit de la famille peuvent intégrer. Voilà, vous le connaissez. Et je vais donc en parler notamment à Élodie Mulon, qui donc est élue et qui est un peu à la tête de cette commission. Oui, mais tout à fait. Oui. Bah, écoutez, dès lundi ou mardi, ça sera relayé. Voilà. Merci.